Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que vous êtes ancien rédacteur en chef du journal Valeurs Actuelles, que vous êtes un écrivain prolixe et que vous êtes un spécialiste des États-Unis. Et c'est en tant que tel que nous voulons vous interroger ce matin, États-Unis, relations entre Israël et les États-Unis. Et c'est en tant que tel que nous voulons vous interroger ce matin. Après, on peut dire ces dernières semaines plutôt mouvementées, on va dire à la Maison-Blanche, dans l'entourage du président américain Donald Trump, des démissions, des nominations et des démissions presque successives et très, très rapides. Hein. On a battu des records, en particulier avec le directeur de la communication, le dernier directeur de communication qui a été nommé par Donald Trump, puis démissionné quelques jours plus tard, 10 jours après. Et puis l'arrivée à la Maison-Blanche comme chef du cabinet, comme chef, je ne connais pas le terme exact en anglais pour définir la fonction exacte du général John Kelly, qui a été nommé par Donald Trump pour, d'une certaine manière, faire un peu d'ordre dans ce que l'on pourrait appeler ici en Israël ce grand balagan qui existe à la Maison-Blanche depuis quelques semaines. Et la question que l'on se pose, c'est: est-ce que avec toutes ces nominations, toutes ces démissions, les problématiques de Donald Trump, ses Twitter incessants, est-ce que Donald Trump fait fonction véritablement de président des États-Unis? Comment parvient-il à gérer les affaires de la plus grande puissance au monde aujourd'hui, à votre avis? Alors, je crois qu'il faudrait un petit peu mettre les choses en perspective. Premièrement, il est tout à fait exact qu'il y a un problème au sein de l'administration Trump, que c'est un problème grave. Nous allons voir si la nomination d'un personnage tel que John Kelly aux fonctions de Chief of Staff de la Maison-Blanche, c'est-à-dire, on va dire, chef d'état-major de la Maison-Blanche, nous dirions en termes français peut-être secrétaire général de la présidence, mais en sachant bien que la présidence américaine, c'est à la fois la présidence et le gouvernement. Oui. À la différence de la présidence française, où le secrétaire général de l'Élysée n'est que l'adjoint du président, il n'est pas nécessairement le chef du gouvernement. Donc, il y a certainement une crise. Maintenant, je crois, il faut, encore une fois, quand on met les choses en perspective, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que cela. Premièrement, il y a crise dans l'administration, il y a aussi une crise très profonde chez les démocrates américains. Les démocrates américains ont été atomisés par leur défaite de l'automne dernier. Ils ont un problème très grave de redéfinition de leur identité, de recherche d'un nouveau leadership. Il y a une crise interne extrêmement grave au sein du Parti démocrate entre les démocrates classiques qui sont, on va dire, de centre-gauche et une aile gauche radicale du Parti démocrate qui devient de plus en plus importante au sein de ce parti. Donc le Parti démocrate est au moins dans une situation aussi chaotique que la présidence Trump. Deuxièmement, la présidence Trump souffre d'un problème de clarté, de crédibilité au niveau de sa politique générale. La présidence Trump a été minée par des querelles internes, elle a été minée par un nombre de fuites qui, chacune en elle-même, constitue incontestablement des délits graves au regard de la loi américaine. Beaucoup de fuites ont eu lieu et ont porté atteinte à l'efficacité et au crédit de l'administration. Mais il faut savoir qu'en même temps, s'il y a donc un jugement plutôt défavorable de l'ensemble de l'opinion américaine, y compris de l'électorat républicain sur le fonctionnement actuel de l'administration Trump, en revanche, il y a
des signes très différents sur l'impact véritable de l'administration Trump sur l'opinion américaine. Par exemple, le fait que depuis l'arrivée de l'administration Trump, la situation de l'emploi s'est améliorée, et en particulier la situation de l'emploi pour les emplois les moins rémunérés, font qu'il y a un phénomène tout à fait important qui est en train de se décider. C'est une montée du soutien à l'administration Trump et une montée du rejet des démocrates dans l'électorat populaire, l'électorat ouvrier américain. Ça avait déjà été net au niveau de l'élection présidentielle, ça a l'air de se confirmer de manière importante. La situation économique globale n'est pas mauvaise, et vous savez qu'en Amérique, c'est très important quand l'économie va, quand ce qu'on appelle les questions de pain et de beurre, bread and butter, fonctionnent bien. Généralement, les autres problèmes politiques deviennent tout à fait secondaires. Ensuite, il y a au niveau de la politique étrangère, les choses ne sont pas encore tout à fait claires, mais on ne peut pas dire que ni que l'administration Trump n'ait rien fait, ni que ce qu'elle a décidé déplaise nécessairement à l'ensemble de l'opinion américaine. Donc on est dans une situation tout à fait particulière. Je crois qu'il faut prendre beaucoup de recul et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il ne faut pas dire que les difficultés actuelles, qui sont très réelles, signifient nécessairement que l'administration Trump et que Trump lui-même soit totalement discrédité. Mais ça, vous admettrez avec nous que ça ne fait pas tout à fait sérieux, et que quelque part on peut se poser légitimement la question de savoir si un homme qui a tant de difficultés à gérer ses propres affaires, hein, et je ne parle même pas des difficultés nationales, de l'Obamacare qu'il n'a pas réussi à faire passer, mais même de gérer son propre entourage. On se demande comment, par exemple, ce président américain peut-il oser prétendre régler le conflit israélo-palestinien, et si finalement dans les propos... Alors, si vous parlez de ça, là on entre dans une autre problématique. Est-ce que le président Trump veut régler le conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'il va faire de ce règlement du conflit israélo-palestinien une priorité? Je vais vous dire franchement, j'en doute. Je crois que... On a même le sentiment, en entendant son gendre, qu'ils ont très rapidement baissé les bras presque. Écoutez, nous avons des faits. Le fait, c'est quand même le voyage de Trump en Arabie Saoudite et en Israël. Et là, je crois qu'il faut revenir sur le discours absolument extraordinaire que Trump a prononcé en Arabie Saoudite. Alors la question de savoir si c'est un discours inspiré par Trump lui-même ou écrit par un de ses conseillers n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il a prononcé ce discours. Et ce discours est un discours qui ne fait pas du tout de la question israélo-palestinienne une priorité au Moyen-Orient. Il fait en revanche d'une alliance entre les États-Unis et les pays on va dire en gros les pays sunnites conservateurs, pays arabes sunnites conservateurs. Il fait de cette alliance, il propose cette alliance contre des ennemis qui sont nommés, et ces ennemis c'est peut-être Daesh, mais c'est surtout dans son discours l'Iran et les alliés de l'Iran. Et il ne mentionne pas la question palestinienne du tout dans cette alliance. En revanche, il laisse entendre que cette alliance n'a de sens que si elle intègre Israël. Ça, c'est l'acte politique le plus important que Trump et donc son administration ont pu faire au niveau du Moyen-Orient et au niveau des relations entre Israël et ses voisins arabes. La question purement palestinienne, à mon avis, est tellement secondaire aux yeux de Trump que je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le monde palestinien
est actuellement engagé dans une espèce de nouvelle offensive généralisée contre Israël. Et parce qu'ils sentent bien que ils commencent à être dans une situation potentiellement extrêmement dangereuse pour eux. Si effectivement il y a un accord qui se fait patronné par Trump entre Israël et les pays arabes sunnites conservateurs, sans qu'il y ait à la clé un règlement du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que toute la question, c'est qu'est-ce qui vient d'abord? Oui. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Oui. Il était traditionnellement, admis qu'il fallait régler le problème israélo-palestinien pour pouvoir régler les problèmes du Moyen-Orient. Ce que Trump a dit clairement, c'est le contraire. Réglons les problèmes du Moyen-Orient, lançons-nous vers l'avenir, vers un avenir de coopération, et bon, dans la foulée, on peut trouver une solution au problème palestinien. Mais c'est donc une toute autre démarche. Maintenant, encore une fois, je dis simplement, voyons les faits que nous avons entre les mains. Les faits entre les mains sont exactement comme je viens de le dire. Maintenant, je voudrais dire un mot. Trump a nommé un homme, donc, tout à fait particulier, qui s'appelle John Kelly, pour être le directeur de la Maison-Blanche, le chef d'État major, Chief of Staff, on dit en américain. C'est une fonction extrêmement importante. Je ne dirais pas exactement que c'est l'équivalent d'un Premier ministre, mais presque. Oui. Et c'est l'homme qui fait le tri à l'entrée du bureau ovale, d'une certaine manière. Voilà. Alors évidemment, plus cet homme est une personnalité forte, et plus cet homme peut avoir une importance réelle. Et donc, qui est John Kelly? John Kelly est un militaire décrit comme un homme ayant un sens absolument impitoyable de la discipline, de l'ordre, de l'organisation, et donc on peut penser qu'il va vouloir réellement remettre de l'ordre dans ce qu'il faut bien appeler le chaos interne de l'administration, chaos actuel de l'administration. Mais allons un petit peu plus loin. Quelle est la philosophie profonde de Kelly? Sa philosophie est incontestablement une philosophie, on va dire, occidentaliste, c'est-à-dire qu'il a une vision très claire que l'Amérique, c'est la civilisation occidentale, que cette civilisation occidentale est menacée, qu'elle est menacée par de très nombreux ennemis, y compris bien entendu l'ennemi, on va dire, islamiste, mais aussi par la Russie, et qu'il faut se protéger. Nous avons deux éléments importants sur ce que Kelly pense, on va dire, des Juifs et du Moyen-Orient. Il y a deux éléments importants. Il a, dans l'ensemble, très peu parlé de ces questions. Il a été au Moyen-Orient, puisqu'il a servi notamment dans la première guerre du Golfe. Il connaît la région. Il ne s'est généralement pas exprimé sur les problèmes du Moyen-Orient. Mais il y a quand même deux points sur lesquels on a une petite fenêtre, une petite lucarne sur ce qu'il pense profondément. Premièrement, il y a le fait que dans les fonctions de responsabilité qu'il a pu avoir dans le passé, il a systématiquement demandé à ses subordonnés de visiter le musée national de l'Holocauste à Washington. Mm-hmm. Alors, il y a ce musée national de l'Holocauste à Washington. C'est pas du tout obligatoire, bien entendu, pour un fonctionnaire américain, pour un militaire américain, de visiter ce musée national, ce mémorial national, de même qu'il n'y a pas d'obligation pour
visiter d'autres lieux historiques ou mémoriaux aux États-Unis. Il est très intéressant qu'il ait demandé à ses subordonnés de le faire. Cela veut dire qu'il a une sensibilité très particulière par rapport à l'Holocauste et par rapport à ce que l'Holocauste a pu signifier pour la civilisation occidentale, donc d'une certaine manière pour les valeurs profondes de l'Amérique. Deuxièmement, nous avons de lui une opinion sur le Hezbollah. Et c'est une opinion qui est très simple. On sait qu'en matière de contrôle des frontières américaines, c'est un faucon. C'est-à-dire qu'il est partisan d'un contrôle de l'immigration et d'une réduction de l'immigration pour certaines catégories de population. Et il a inclus à un certain moment les Libanais dans ce qu'on pourrait appeler les populations à risque en matière d'immigration. Pourquoi ? Parce que, a-t-il dit, il y a des raisons de penser que parmi les Libanais qui migreraient aux États-Unis, ou qui entreraient même en tant que touristes aux États-Unis, il y ait beaucoup, en fait, d'agents ou de militants du Hezbollah, et que le Hezbollah lui-même est une organisation terroriste dangereuse qui s'est donnée pour but d'attaquer Israël et beaucoup d'autres objectifs occidentaux. Alors, nous voyons donc, je crois que la formulation de la phrase est très importante, parce que nous voyons quelqu'un qui non seulement considère le Hezbollah comme un danger, et qui non seulement explique ce danger en disant que le Hezbollah est viscéralement et fanatiquement anti-israélien, mais qui ajoute contre Israël et contre d'autres intérêts occidentaux, c'est-à-dire que la notion que Israël et l'Occident c'est la même chose est une notion évidente pour lui. C'est important, bien entendu. Donc je crois que, encore une fois, nous ne pouvons pas savoir, sa mission n'est pas de faire la politique étrangère des États-Unis, sa mission est de mettre de l'ordre dans l'administration et de diriger l'administration. Mais il est intéressant de voir que nous avons un personnage de ce type qui a été nommé à ce poste de responsabilité. Alors, une dernière question, Michel Gruffinkel, qui nous ramène un peu plus en France. On voit les sondages qui ne sont pas véritablement folichons pour Emmanuel Macron. Après un début en fanfare, on voit que le président, en tout cas, s'essouffle dans les sondages. Comment vous interprétez cette baisse de popularité de Macron si rapide ? Écoutez, on serait tenté de faire un parallèle entre Macron et Trump. Je crois que c'est un autre cas où il y a eu une victoire étonnante et on se retrouve avec une situation un peu chaotique au bout de quelque temps. Pourquoi y a-t-il un problème avec Macron ? Premièrement, quand Macron a gagné, c'est-à-dire quand il a été élu président et quand il a gagné une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, il faut bien savoir que ces deux victoires étaient des victoires extrêmement relatives. Macron a été élu président par défaut. Le système électoral français, qui est un système très particulier, très discutable, faisait que pour le deuxième tour de la présidentielle, on avait deux candidats seulement, que ces deux candidats, en fait, ne l'avaient emporté que de très peu sur d'autres concurrents. C'est donc par un hasard heureux que Macron a été opposé à Marine Le Pen. Il était clair depuis le début que n'importe quel candidat, sauf peut-être Mélenchon, l'aurait emporté contre Marine Le Pen. De plus, tout le monde sait, tout le monde admet
que le dernier débat avant le deuxième tour a été fatal à Marine Le Pen. Donc il y a eu une série de circonstances qui ont fait que Macron a été élu, qu'il a été sur le papier élu par une majorité considérable, mais en fait, on peut dire qu'il a été élu beaucoup plus par défaut que sur lui-même et sur son programme. Mais est-ce qu'il a commis des erreurs qui justifient cette baisse de popularité? Sur la présidentielle, les législatives, même chose. Il a obtenu une majorité gigantesque, mais sur un fond d'abstention considérable, puisque la moitié, voire même plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté. Alors, a-t-il fait des fautes? Oui, très simplement. Il avait un atout considérable, c'était toutes les apparences d'une victoire brillante. Et disons que dans les premiers jours après son élection et son triomphe aux législatives, il avait réussi à imposer une image présidentielle qui semblait crédible. Il a malheureusement perdu une bonne partie de ses atouts en ne faisant pas grand-chose. C'est-à-dire que en réalité, il aurait dû avoir les moyens de faire en très peu de temps, disons pendant le mois de juillet, je dirais presque pendant les 2 premières semaines de juillet, il aurait dû clairement annoncer la couleur, proposer un programme, faire voter, être habilité pour les ordonnances, non seulement pour une réforme de la loi travail, mais pour beaucoup d'autres décisions. Au lieu de cela, il réunit le Congrès pour faire un long discours de politique générale totalement filandreux et qui n'était pas du tout de nature à clarifier les choses ou à susciter un élan politique même parmi ses partisans. Et puis ensuite, il s'est enlisé dans beaucoup d'affaires qui montre en tout cas beaucoup d'impréparation de la part de son ministère. Pour mémoire, je raconterai simplement l'affaire de ses relations avec l'armée, catastrophique, absolument catastrophique. Et deuxièmement, cette affaire ridicule de diminution de l'aide publique au logement de 5 €, mesure que lui-même déclare ensuite n'être qu'une monumentale connerie. Donc nous sommes dans une situation où l'élan a été freiné. ne s'est pas traduit, n'a pas eu les effets obtenus. Or, c'est très simple. En politique, il faut savoir une chose, c'est que il y a quelque chose qui est plus important que d'être pour ou contre un homme d'État. Il y a quelque chose de plus important pour un homme d'État que d'avoir l'opinion pour lui ou contre lui. Il faut qu'un homme d'État donne simplement le sentiment qu'il dirige, qu'il a de l'autorité, qu'il contrôle les choses. Même si vous n'êtes pas d'accord avec une politique, si vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un qui contrôle les choses, instinctivement, vous allez avoir tendance, même si en théorie vous êtes contre sa politique, vous aurez tendance à vous incliner. Si vous avez au contraire le sentiment que celui qui est à la tête de l'État ou du gouvernement ne contrôle pas les choses, instinctivement, vous aurez tendance, même si vous soutenez sa politique, à en fait ne pas vous mobiliser autant que vous auriez dû. Eh bien, Michel Gerfenkel, merci de nous avoir éclairé sur ces 2 sujets importants, c'est-à-dire la situation de Donald Trump après un peu plus de 6 mois à la Maison-Blanche et la situation aussi d'Emmanuel Macron après à peine 2 mois à la présidence de la République. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com. Shalom et à bientôt. À bientôt.